On continue de parler transition environnementale, cette fois-ci avec une table ronde. Alors pour en parler avec moi, Benjamin Bajal, bonjour. Vous êtes directeur général de Ma Petite Maison Verte. Et à vos côtés, Marco Caputo, fondateur de Sunvie et de Greenstone. Et actuellement, vous travaillez au sein de l'Agile, l'agence de gestion de l'immobilier de l'État. Alors, je vais tout d'abord vous demander de présenter un petit peu votre société chacun, nous expliquer ce que vous faites donc concrètement. Benjamin Bajal, Ma Petite Maison Verte, c'est quoi? C'est joli comme nom, hein? C'est gentil. Donc, Ma Petite Maison Verte, en fait, c'est une start-up qui a été créée en 2019. On a le statut ESUS, donc on est reconnu d'utilité sociale. Donc, on a pour but, en fait, de réduire l'impact environnemental des logements. Et pour ce faire, on construit des petits habitats, donc des tiny houses. C'est un modèle qui vient des États-Unis. Et nous, notre innovation, en fait, c'est que nos tiny houses sont en bois et en carton recyclé. Donc, on a cette partie écologique, recyclable. Et on a également l'aspect social, puisque l'IPAC, donc le carton recyclé, est fabriqué par des travailleurs en situation de handicap. Et nous, dans notre atelier, on a également un partenariat avec un ESAT et on construit avec des travailleurs en situation de handicap également. D'accord. Marco Caputo, vous êtes, c'est dans la transition énergétique, hein, on est bien d'accord? Oui, moi, je suis un expert du photovoltaïque. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Sunvie, comme vous le disiez, en 2006. Une entreprise que j'ai développée, dirigée, puis que j'ai cédée et que j'ai quittée récemment pour ensuite créer une société dédiée à accompagner les entreprises dans le monde de la transition sur tous les aspects de la transition énergétique. Et plus récemment, je viens de rejoindre l'Agile en tant que responsable du pôle photovoltaïque et où ce que l'on cherche à faire, c'est valoriser du foncier d'État par le biais du photovoltaïque. Est-ce qu'on peut dire que le photovoltaïque, ça a un peu le vent en poupe au même titre que l'ont les voitures électriques? Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que l'État français, comme tous les États européens, s'est engagé à décarboner son économie d'ici 2050. On a des objectifs qui sont des objectifs très clairement définis pour la programmation pluriannuelle des équipements. Aujourd'hui, ce que l'on doit faire quasiment, c'est doubler la quantité d'énergie produite par le photovoltaïque, faire en 2 ans ce qui a été fait en 16 ans. Donc ça, c'est d'ici 2023, et entre 2023 et 2028, il faudra à nouveau doubler. Donc c'est pas qu'on a le vent en poupe, c'est que c'est une nécessité, et c'est, je pense, une nécessité dans le cadre du changement climatique où il faut essayer de trouver des réponses. Et ça, c'est un défi majeur, mais c'est tenable? Comment ça, vous y arriverez? On va y arriver à ça? Je pense que, comme vous dites, le photovoltaïque, ça a tout à fait le vent en poupe. Il y a énormément d'initiatives privées dans le cadre de développement de projets. Puis il y a de plus en plus de solutions dites d'autoconsommation qui vont, par exemple, permettre à tout un chacun d'hybrider sa consommation d'énergie et de produire une partie de son énergie de sources renouvelables. Mon voisin Benjamin, je pense que sur vos maisons, vous avez également prévu des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie. Donc c'est, je pense, la solution de demain, et c'est quelque chose qui s'inscrit tout simplement dans le futur. Alors Benjamin, justement, comment vous avez eu cette idée, vous, de cette tiny house éco-responsable? Expliquez-nous. Alors moi, l'idée, elle vient simplement d'un reportage TV. Donc j'ai simplement vu à la télé ce matériau qui s'appelle l'IPAC, donc qui est du carton recyclé, et c'était utilisé sur l'île de Ré pour faire des maisons. Et on retrouve également ce matériau à Paris pour faire des crèches et des immeubles. Et de là, je me suis dit, mais comment on pourrait se diversifier? Et c'était en même temps la tendance aux États-Unis pour les tiny houses. Je me suis dit, ce serait bien de faire des petits habitats écologiques avec la partie du carton recyclé. Qui sont vos clients? Alors, on a différents types de clients. Donc, d'abord, les particuliers.
Donc nous, notre objectif, c'est de proposer à des particuliers, des primo-accédants, des personnes qui ont un faible budget, ou alors des particuliers qui veulent faire de l'investissement locatif, mais d'avoir des habitats peu chers, qu'on construit très rapidement et qui sont écologiques et passifs, en fait, à énergie passive. Et donc ça, c'est un premier client. Et on a aujourd'hui un gros projet avec la mairie d'Évry-Contcouronne. Donc là, c'est le client plutôt collectivité. C'est de construire un village étudiant, donc composé de 14 maisons, pour loger 31 étudiants, donc d'ici la rentrée, enfin, début d'année 2022. Donc voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des terrains, on va dire, inexploités, donc en attente de projets immobiliers ou alors non constructibles. Et nous, on pose nos tiny houses dessus et on les reloue pour des étudiants en situation de précarité. Parce que c'est ça l'avantage de la tiny house, c'est de pouvoir construire sur des terrains non constructibles, c'est ça? Exactement. On est dans la réglementation des nano-maisons, donc c'est des nano-habitats. Donc ça peut être les huttes, voilà, les tiny houses en font partie. Et l'avantage, c'est lorsqu'on fait moins de 20 mètres carrés, et également, il y a aussi une notion de hauteur, de largeur. On va pas entrer dans les détails, mais lorsqu'on fait moins de 20 mètres carrés, on peut poser une tiny house, donc en fondation, on va dire mobile, donc soit sur remorque, soit sur... faut que ce soit modulaire, donc il faut qu'on puisse la déplacer rapidement. Mais en tout cas, on peut les poser sur des terrains non constructibles et même non viabilisés, d'où le recours aux panneaux photovoltaïques pour l'autonomie en électricité. D'accord. Et là vous travaillez ensemble, non? Vous vous connaissiez avant? Pas du tout, pas du tout. Pas encore. Au niveau de la tiny house, c'est la première fois que la tiny house a cette vocation d'habitat social, d'habitat pour les gens en précarité ou pour les personnes qui ont du mal à se loger? Je ne dirais pas forcément la première fois, mais on va dire que historiquement, la tiny house, c'est fait pour les personnes qui sont plutôt nomades. Oui. Donc, on l'accroche sur une remorque, on la met à notre voiture et on peut la déplacer. Donc, c'est un petit peu l'idée. Ou alors des personnes très, très écologiques voilà, on va dire qui aiment vivre en autonomie dans la nature. C'est un petit peu ça l'idée des tiny house. Nous, on essaie d'apporter un petit peu de modernité et de dire qu'on va utiliser les avantages réglementaires et justement les besoins de la société. Aujourd'hui, en Ile-de-France, on a un manque de logements étudiants. Et donc, du coup, notre idée, c'est d'optimiser des terrains non construits ou non constructibles pour y faire des logements peu chers, à loyer modéré pour des étudiants. Marco Caputo, est-ce qu'il y a un besoin d'évangélisation des entreprises, de les accompagner dans cette transition au photovoltaïque, ou est-ce que ce sont des notions qui sont déjà bien intégrées? Alors, la partie évangélisation, c'est une phase du développement du photovoltaïque qui, à mon avis, remonte à la fin des années 2007-2008. Après, il y a eu un véritable boom sur un changement de réglementation qui a fait que les fruits de l'évangélisation n'avaient pas vraiment porté. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les entreprises qui s'intéressent un tant soit peu à leurs dépenses énergétiques, elles trouvent dans le photovoltaïque une véritable solution pour hybrider, diminuer leurs dépenses et faire en sorte d'être un petit peu plus vert. Et donc, je pense que le choix s'impose économiquement. Et c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le développement du photovoltaïque se fait en partie aujourd'hui sans subvention. Ah, ouais. Et donc, ça, est-ce que c'est un frein ou pas? Non, au contraire. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin des subventions pour développer et réaliser des projets. Et aujourd'hui, les subventions ne sont plus nécessaires. Juste pour vous donner un exemple, entre le moment où j'ai créé Sunvy en 2006 et aujourd'hui, le prix des modules, donc ce qu'on appelle les panneaux solaires, il a été divisé par 20. Et donc le coût d'une installation, qui est ce qui va définir le prix de l'énergie produite, il a été mais divisé par quasiment 10 sur une période de 20 ans. Et aujourd'hui, on arrive à produire, même dans le monde, mais en France aussi, on arrive à produire de l'énergie photovoltaïque à des prix plus compétitifs que le nucléaire, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a des freins au photovoltaïque? Est-ce qu'il existe encore des freins au photovoltaïque ou pas? Des blocages?
Quand on travaille sur bâtiment, les seuls freins qui peuvent exister, c'est quand vous êtes confronté à des contraintes ABF par exemple, mais sinon c'est relativement simple. En revanche, là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est quand on travaille sur des grandes centrales au sol qui vont demander un gros développement pour obtenir un permis de construire, faire des études d'impact environnemental, et là, des fois, il peut y avoir des blocages liés à des espèces animales protégées, des fleurs qu'on trouve que sur cette parcelle, ce genre de choses, sans parler de quelques petites complications administratives. Mais mis à part ça, aujourd'hui, on est sur un marché qui se développe et qui va continuer à le faire. Il y a un réel avantage au photovoltaïque par rapport à ce qu'on connaissait avant. C'est relativement simple. Pour produire l'énergie dont on a besoin, on peut la produire avec des énergies fossiles, et a priori aujourd'hui on commence à se dire que c'est pas forcément très bon. On peut la produire de sources nucléaires, et c'est vrai que la France a eu l'avantage pendant des décennies d'avoir une énergie décarbonée avec le nucléaire, mais le nucléaire, il faut pas oublier que ça produit des déchets qu'il faut traiter. Et après, vous pouvez produire de l'énergie de sources renouvelables avec du photovoltaïque. C'est relativement bien accepté par les populations. Sinon, vous pouvez le faire avec de l'hydraulique, de l'éolien. Ça peut être un méthaniseur, mais ça, ce sont des installations industrielles, des fois un petit peu plus difficiles à loger dans le paysage. Ouais. Benjamin, vous rencontrez des freins, des blocages encore, et de quel type pour vous développer? C'est compliqué à dire. Nous, on ne rencontre pas beaucoup de freins pour le moment, puisqu'on est une start-up, donc on est une jeune entreprise, on est plutôt dynamique. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'intérêt autour du projet. Donc, concrètement, là, on a beaucoup de demandes, donc on ne ressent pas encore de freins. Ça veut dire quoi, beaucoup de demandes? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactent quotidiennement pour réaliser des projets, surtout des particuliers en fait, pour réaliser des projets de dépendance ou alors des projets effectivement d'investissement locatif. Donc on a pas mal de demandes comme ça. Si je vois deux freins potentiels, c'est peut-être il faut faire justement une petite évangélisation des collectivités, puisque pour poser une tiny house sur un terrain, il faut quand même demander l'accord à la mairie. Donc parfois, on a certaines mairies qui peuvent être un peu réfractaires ou prendre un peu plus de temps. Donc c'est le processus administratif qu'on connaît en France. Donc ça peut prendre du temps parfois. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Et puis nous, en tant que jeune entreprise, on a des problématiques que tout le monde connaît, c'est le financement. Donc pour pouvoir financer le développement, c'est assez... c'est compliqué. Il faut prouver qu'il y a de l'avenir dans le projet, qu'il y a une traction autour de notre entreprise. Donc c'est ce qu'on essaie de prouver également avec nos partenaires. Et à ce niveau-là, quand vous vous développez, vous avez besoin de quoi en particulier, à part de l'argent? Qu'est-ce qu'il vous faudrait en plus pour vous développer? Alors concrètement, ce qu'il nous faudrait en plus pour nous développer, bon, ça c'est quelque chose on ne peut pas le résoudre, c'est la conjoncture, c'est les matériaux. Donc là, on a une problématique de matériaux, par exemple au niveau du bois. Donc même si on a beaucoup de projets, on aimerait construire beaucoup de choses, parfois on a des problématiques simplement de matières premières. Il n'y a pas assez de bois, la filière du bois n'est pas assez développée. Donc ça, c'est un frein concret qu'on peut avoir. Et sinon, on a besoin de partenaires, surtout de collectivités. Oui, c'est ce que j'allais vous poser. Voilà. C'était l'objet de ma prochaine question. Donc je prends l'exemple j'anticipe un petit peu, du coup, je prends l'exemple de la mairie d'Évry-Courcouronnes qui nous a soutenus dès le départ, dès la création de notre entreprise, qui a soutenu le projet et qui nous a mis à disposition plus de 2000 m² de terrain pour pouvoir installer notre village. Donc c'est vrai que ça, c'est un soutien fort. Et sans ce soutien-là, c'est vrai que
on aurait du mal en Ile-de-France à trouver des terrains, à les financer, à faire des projets immobiliers dessus. Pour une start-up, c'est quasiment impossible. Donc c'est vrai que la collectivité nous a donné cet élan. Et puis ensuite, on a les partenaires bancaires, les partenaires administration qui nous soutiennent également pour mettre en pratique et en réaliser concrètement ce projet. Est-ce que le travail avec les collectivités peut aller au-delà, c'est-à-dire de travailler main dans la main avec eux pour des logements sociaux, pour des villages étudiants? Est-ce que ça, vous êtes déjà sur ces marchés-là? Alors oui, totalement. Donc ça, nous, on a été agréablement surpris par ça parce que ce n'était pas du tout notre modèle de départ. Notre modèle, c'était la fabrication de maisons et la construction et la revente, hein, simplement, hein, sauf qu'on était sur un axe écologique et social. Mais on s'est rendu compte, notamment, je vais citer, hein, puisque c'est des collectivités qui nous soutiennent, la collectivité de Massy, la mairie de Massy, qui nous a, par exemple, recommandé auprès de la RATP pour faire un petit module, ce qu'on appelle des bases vie. Donc, c'est les modules où les conducteurs de bus se reposent lorsqu'ils sont au terminus. Mais on n'avait pas du tout imaginé que c'était possible. Mais c'est la mairie qui nous a recommandé auprès de la RATP pour pouvoir construire ce module-là, par exemple. Donc, c'est des discussions qui sont en cours. Mais voilà, le soutien des collectivités est vraiment très important pour le développement de notre activité. Et est-ce que vous envisagez aussi, quand vous allez voir vos clients, est-ce que le côté environnemental, parce qu'il y a des tiny house qui, bon, c'est juste pratique, mais voilà, là, vous avez ce côté environnemental plus social. Est-ce que ça touche vos clients? Est-ce que c'est un argument qui fait que vos clients vous choisissent vous plutôt qu'un autre? Alors oui, totalement. Donc ça, on a eu beaucoup de cas très concrets où des clients nous ont contactés en nous disant vous êtes un tout petit peu plus cher. Ouais. Vous êtes jeune, donc c'est vrai qu'il y a un petit doute, c'est vrai, mais ce que vous faites, c'est fort. Donc c'est-à-dire au niveau écologique, mais surtout au niveau social. Nous, on a beaucoup cet aspect social où du début de la construction, c'est-à-dire les matériaux principaux sont faits par des travailleurs handicapés et nous, in fine, la construction des maisons sont en partenariat et en partie faits par des travailleurs en situation de handicap. Et c'est vrai que ça a beaucoup touché le public. Et souvent, il y a des personnes qui nous disent on vous attend, on attend que vous soyez prêts pour justement travailler avec vous. Donc ça nous a beaucoup touché. Il y a il y en a une petite dizaine de personnes qui nous ont vraiment manifesté cet intérêt spécifiquement pour l'atout d'une part écologique, mais surtout social. Marco Caputo, est-ce que le fait que l'État se soit emparé de ces problématiques, c'est un bon point? Est-ce que justement le photovoltaïque maintenant, c'est ce qu'on va faire dorénavant et on ne fera plus autre chose? Je pense que en termes de développement d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur le solaire et c'est pas la seule priorité, mais c'est clairement un des vecteurs importants pour toucher les objectifs de la PPE. Mais il y a énormément de choses aussi qui se passent sur d'autres vecteurs. Et alors, typiquement de l'éolien en mer, vous avez... donc il y a énormément de développement sur tout ce qui est renouvelable. Et demain, je pense que la dimension qui va s'ouvrir et qui sera fondamentale serait toute la dimension liée au stockage, liée à la mobilité électrique, à la convergence entre la mobilité et la production d'énergie, potentiellement aussi demain en parallèle ou après-demain avec l'hydrogène. Donc je pense que l'histoire qui est en train de s'écrire est une histoire qui est extrêmement liée à tout ce qui est renouvelable. Voilà. Allez-y. Non, c'est tout simplement, je pense, le vocable transition énergétique n'est pas utilisé par hasard. Oui. Est-ce que sur l'habitat existant, c'est aussi une solution? C'est plus compliqué? Alors, dès qu'on est sur un bâtiment existant, il faut se poser des tas de questions. On est limité par la taille du bâtiment, mais il faut se poser la question de est-ce que la structure va être capable de recevoir un surpoids? Parce que souvent, on construit des bâtiments, les normes évoluent, et puis s'il fallait reconstruire le bâtiment à l'identique, il serait pas tout à fait dans les normes. Donc vous avez cette problématique de structure qui n'est pas simple. Vous avez en plus une autre problématique qui
qui va être lié au matériau qui est utilisé. Par exemple, si on est sur des toitures terrasses, il faut que l'isolant qui est utilisé sous une membrane soit de nature à pouvoir accepter ce qu'on appelle un usage pour terrasse technique, donc, qui ne soit pas compressible. Et après, simplement, on peut se poser la question d'implanter une installation photovoltaïque sur un toit. Ouais, donc c'est quand même plus compliqué. C'est plus compliqué. Ouais. Alors que si on est sur un bâtiment neuf, on peut directement, comme c'est votre cas, les concevoir pour recevoir une installation de production photovoltaïque. Benjamin, si vous aviez un souhait à formuler lors de ce salon Pro Durable, un souhait, qu'est-ce que ce serait? Un vœu? Que tout le monde vive en tiny house? Exactement, c'est que tout le monde qui hésite entre une construction classique ou une construction, voilà, même pas forcément avec ma petite maison verte, mais une construction, on va dire, respectueuse de l'environnement, voilà, de ne plus hésiter et de franchir le pas, puisque aujourd'hui les constructions écologiques sont normées. Je prends mon cas où on respecte toutes les normes du CSTB et on a toutes les assurances décennales et autres. Donc c'est vrai qu'en fait on est au même niveau de qualité et d'assurance en fait qu'une construction dite classique. Donc de ne plus hésiter, de franchir le pas et que ça fera beaucoup de bien à leur portefeuille et à la planète. Et vous, Marco? D'atteindre les objectifs de la PPE. On va se dire qui va nous mettre sur la bonne trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Encore 29 ans, mais 29 ans pour réduire de 80% nos émissions actuelles. C'est quelque chose de réalisable, ça? Je pense. Ouais. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Je pense qu'on va s'y mettre. Ouais. Contraint ou forcé? Je pense que les technologies évoluent, les matériaux évoluent, les usages évoluent, et donc je pense que progressivement on va y arriver. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été ici. Merci à vous. On se retrouve nous dans quelques minutes à 15h45 et on va parler des abeilles.